monde. Axel, je vais te laisser introduire. Je te remercie, Tanina. Bonjour à toutes et tous. On est ravis de pouvoir vous accueillir cet après-midi. Donc, un grand merci à vous pour votre mobilisation. Donc, nous avons la chance aujourd'hui de nous retrouver avec l'équipe de IOTA, donc Tanina en particulier, et la chercheuse Fanny Landau. On excuse l'absence de Camille Terrier, l'autre chercheuse dans le binôme de recherche, qui attend un heureux événement. Comme ça sera dit. Donc, en fait, le ministère, donc je suis Axel Jean, le chef du bureau du soutien à l'innovation numérique et à la recherche appliquée au sein de la direction du numérique pour l'éducation de notre ministère. Comme je le disais, ravi de vous accueillir cet après-midi. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez y accéder en temps différé et le partager avec vos collègues. Ce projet, très rapidement, quelques mots, vous le savez, puisque j'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez suivi ou vous accompagnez ce projet, est un projet qui permet de travailler les compétences numériques, mais surtout qui a la particularité de travailler des compétences psychosociales, les modalités de coopération avec du numérique, qui est un atout assez rare autour des sujets autour du numérique. Donc, c'est vraiment un sujet qui intéressait particulièrement le ministère et on a eu la chance de pouvoir travailler avec Tanina Portebo, son équipe, et Fanny et Camille Terrier. L'autre grande particularité de ce projet, c'est que depuis la conception, il y a un accompagnement scientifique très fort, un très fort étayage, y compris donc dans la partie d'évaluation. Et ça, pour le dire très simplement, ce n'est pas encore le commun que tous les projets aient cet accompagnement scientifique de bout en bout. Et donc, c'est un formidable atout et c'est vraiment quelque chose d'assez inspirant pour d'autres projets qui seraient à venir. Donc, comme ce projet, ça fait plusieurs années que nous travaillons ensemble grâce à l'investissement aussi en académie, l'accompagnement notamment par les e-run, les enseignants référents aux usages du numérique et les accompagnements donc, académiques qui permettent ces pratiques auprès des collègues. Pour nous, c'est un vrai atout d'avoir aujourd'hui la chance d'avoir des premiers résultats scientifiques sur l'évaluation, l'étude qui a été menée donc par Fanny Landau et par Camille Terrier en particulier. Donc, sans plus attendre, je vous propose, Tanina, je pense que je te passe la parole. Et on reste disponible, n'hésitez pas à utiliser le canal de discussion. Si vous avez des questions, on tentera d'y répondre en temps réel ou en différé si besoin. Merci beaucoup Axel pour la petite introduction. Tanina Portebo, la directrice du projet IOTA pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Avant de laisser du coup la parole à Fanny Landau pour vous présenter les résultats, j'avais quand même un petit message très important à faire passer à toute notre communauté et surtout à tous les enseignants qui se sont mobilisés du coup sur cette expérimentation scientifique, parce que sans eux, voilà, on n'aurait pas pu faire tout ça. Un grand merci. Merci aussi à tous qui nous ont rejoints. Je vais vous demander par contre de vos micros, s'il vous plaît, parce qu'il y a des petits bruits de fond, ça risque de déranger un petit peu la présentation. Merci. Voilà, je remercie également tous les enseignants qui nous ont rejoints cette année, qui ont permis l'essaimage du projet IOTA sur cette saison, puisqu'on est désormais répartis dans plus de 600 classes réparties sur 80 départements. Donc, on est très content de ce beau développement. Donc, un grand merci à vous. Et j'en profite du coup en exclusivité de vous présenter le programme Les Éclaireurs que nous lançons aujourd'hui même pour proposer aux enseignants de devenir ambassadeurs IOTA. Donc, je vous laisse découvrir ce programme en exclusivité et on communiquera officiellement la nouvelle demain à l'ensemble des enseignants. Donc, je vous mettrai aussi le lien dans le chat si vous n'avez pas le temps de scanner le petit QR code. Voilà, on est ravis de vous avoir à nos côtés aujourd'hui et je vais laisser la parole à Fanny du coup pour vous présenter l'évaluation d'impact. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait, Fanny. Super. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, merci à tous à la fois donc, pour votre participation et puis pour l'intérêt que vous portez à ce projet. Donc, moi, je m'appelle Fanny Landau, je suis chercheuse au CNRS et à l'université de Cergy. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui un peu les tout premiers résultats qu'on a obtenus en lien avec l'évaluation d'impact du projet IOTA. Et donc, c'est un travail de recherche que je mène conjointement avec Camille Terrier, qui est elle-même chercheuse à l'université de Queen Mary à Londres, et un troisième chercheur dont vous n'avez peut-être pas encore beaucoup entendu parler, parce que vu qu'il n'est pas francophone,
il s'implique plus récemment dans le projet sur la partie analyse de données et moins sur tous les échanges et toutes les conceptions d'enquête qu'il y a eu jusque-là. Et donc, ce troisième chercheur, c'est Rustam Akimov, qui est, lui, à l'Université de Lausanne. Pour information, là, moi, quand je suis en train de présenter, en fait, je vois juste mon écran de présentation, pas du tout le chat. Donc, si jamais il y a des questions, en particulier des questions de clarification, n'hésitez surtout pas à m'interrompre et à me les poser. Et puis, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps et de terminer un peu avant 16h pour qu'on puisse ensuite ouvrir un peu une discussion si jamais il y a d'autres questions plus générales que vous souhaitez poser en lien avec IOTA et l'évaluation de son impact. Donc, j'ai commencé par un petit rappel sur qu'est-ce que le projet IOTA. Donc, comme Axel Jean l'a mentionné, donc IOTA, c'est une plateforme qui a été mise en place pour favoriser l'apprentissage des sciences du numérique à l'école primaire en cycle 3. Mais nous, ce qui nous intéresse particulièrement en lien avec IOTA et avec son utilisation, c'est le fait que le fonctionnement de cette plateforme est assez particulier parce qu'il est basé sur l'apprentissage entre pairs. Et donc, il est basé sur l'apprentissage entre pairs dans la mesure où il y a en particulier 3 caractéristiques de cette plateforme qui sont l'entraide entre élèves. Donc, les élèves, quand ils sont sur la plateforme IOTA, quand ils ont besoin d'aide, plutôt que de systématiquement se référer à leur enseignant, ils ont un petit bouton sur lequel ils peuvent cliquer, qui va ensuite générer un message affiché pour tous les autres enfants qui utilisent IOTA en même temps qu'eux, et qui signale qu'ils ont besoin d'être aidés. J'essaie de vous illustrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça, c'est des captures d'écran que Tamina nous a données de la plateforme IOTA. Et donc concrètement, si un élève, par exemple, est face à son écran et a besoin d'aide, il peut cliquer sur le petit bouton « J'ai besoin d'aide ». À ce moment-là, les autres élèves de la classe voient que quelqu'un a besoin d'aide. Et si le moment est opportun, ils peuvent décider d'aller l'aider. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à ce moment-là, en fait, les élèves, normalement, ne savent pas qui a besoin d'aide. Et ils le découvrent seulement ensuite. Donc là, on montre un petit peu 2 écrans d'élèves. L'un vient de demander de l'aide, l'autre vient de décider d'aller aider son camarade. Et donc là, il découvre qui a besoin d'aide. Et Bernadette, on va aller physiquement à côté d'Alexandre pour l'aider dans sa tâche. Et donc ça, ce mécanisme d'entraide entre élèves, ça marche aussi pour tout ce qui est évaluation et feedback. Quand les élèves ont terminé des tâches, eh ben, ils vont demander à leurs camarades pour recevoir une évaluation et des feedbacks. Et enfin, donc ça c'est quelque chose qui est encore un petit peu en développement dans la plateforme IOTA, mais il y a aussi des projets de groupe où les élèves peuvent travailler par plusieurs pour aller résoudre une tâche. Et donc du coup, cette caractéristique de la plateforme IOTA, qui est vraiment une plateforme où les élèves peuvent interagir entre eux, mais aussi peuvent interagir avec des élèves avec lesquels potentiellement ils n'interagissent pas tellement par ailleurs. C'est un peu vraiment ce qui nous a attirés dans cette plateforme et ce qui a fait qu'on a souhaité en évaluer l'impact. Donc ça, c'était les illustrations. Et donc plus précisément, donc nous, en tant qu'équipe de recherche, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre dans quelle mesure est-ce que l'utilisation de la plateforme IOTA en classe peut changer les interactions entre élèves. Donc à la fois le nombre, la quantité d'interactions entre élèves, mais aussi la diversité de ces interactions. Est-ce que ça amène en classe des élèves à interagir avec des élèves avec lesquels d'habitude ils interagissent pas nécessairement tant que ça. Et ensuite, est-ce que ces interactions qui ont lieu en classe, ces interactions d'entraide et d'entre-évaluation, peuvent déboucher sur des relations d'amitié et donc aboutir à ce que les réseaux d'amitié au sein des classes soient à la fois plus denses, plus nombreux et avec une diversité plus grande. Et ensuite, ce qu'on s'est un peu demandé, c'est si tout ça se passe, si ces interactions en classe génèrent des amitiés différentes, est-ce que ça peut, d'une manière générale, impacter un petit peu le climat qu'il y a dans la classe, et en particulier les compétences psychosociales des élèves, dont entre autres la confiance que les élèves ont dans leur capacité à réussir scolairement ou leur capacité sociale, et est-ce que ça peut impacter leur bien-être, avec entre autres, lié au climat de classe,
impacter le harcèlement scolaire. Et pour essayer d'étudier ces questions, on a mis en place une évaluation d'impact. Donc cette évaluation d'impact, elle a pu avoir lieu grâce à une collaboration tripartite, donc avec à la fois donc, l'association 42, dont en particulier Tanina ici présente, et la direction du numérique pour l'évaluation, avec en particulier Axel Jean. Et donc nous, en tant qu'équipe de recherche, on a collaboré donc, avec l'association 42 et avec la DNE pour réaliser l'évaluation d'impact. Et donc cette évaluation d'impact, elle a plusieurs moments. Donc au tout début, on a recruté un ensemble d'enseignants volontaires et leurs élèves en se focalisant, étant donné les caractéristiques de Iota, sur des enseignants et des élèves du cycle 3, de la du début du cycle 3, CM1, CM2. Il y a même aussi quelques CE2 qui ont pu participer. Et donc ce qu'on a fait, c'est que courant octobre-novembre, tous ces enseignants et élèves volontaires, on a fait passer différents questionnaires qui visaient principalement donc, à mesurer les pratiques des enseignants, en particulier concernant leur utilisation en début, avant l'utilisation d'Iota, du peer learning, de l'apprentissage entre pairs, et des questionnaires aux élèves pour essayer de mesurer, avant l'utilisation d'Iota, les interactions en classe, mais aussi les interactions d'amitié, et ensuite un ensemble de capacités psychosociales. Une fois ces premiers questionnaires passés, en tant qu'équipe de recherche, on a procédé à un tirage au sort afin de déterminer 2 ensembles de classes, les classes tests d'un côté qui ont pu utiliser Iota et les classes témoins qui, du coup, au courant de l'année 2023-2024, n'ont pas eu accès à Iota et n'ont pu l'utiliser qu'à partir de la rentrée 2024. Donc on sait bien que cette utilisation du tirage au sort et le fait que potentiellement certains enseignants n'aient pas pu avoir accès à Iota tout de suite est quelque chose qui a suscité beaucoup d'interrogations et parfois peut-être même un peu de frustration, mais c'est vraiment en fait la raison pour laquelle on a pu faire cette évaluation d'impact. Parce que le fait de n'avoir en fait donné accès à Iota que sur la base de ce résultat au tirage au sort, ça permet d'avoir vraiment initialement des classes, des enseignants, des élèves qui soient tout à fait comparables. Et ce qui fait qu'ensuite, quand on a pu faire passer des questionnaires à la fois aux élèves et aux enseignants en avril et en juin, et bien toutes les différences qu'on va pouvoir constater dans les réponses à la fois des enseignants et des élèves, on va pouvoir les attribuer directement, de manière causale, à l'utilisation d'Iota, qui aura donc eu lieu seulement pour les classes tests pendant la période qui s'est étalée de à peu près janvier 2024 à juin 2024. Et donc là, tous les résultats que je vais vous présenter dans les prochains slides, c'est des résultats qui vont se baser sur les questionnaires enseignants et élèves de juin 2024, et où on va donc comparer ces classes qui ont été tirées au sort pour utiliser Iota aux classes qui n'ont pas pu utiliser le Iota parce qu'elles ont été tirées au sort pour faire partie du groupe témoin. Et on va pouvoir ainsi un peu identifier quel a été l'effet de l'utilisation de Iota pendant cette période de janvier à juin 2024. Alors, donc, je vais vous présenter les tout premiers résultats. Donc, la toute première question à laquelle on s'est intéressé, étant donné que quand même un des objectifs de Iota est d'enseigner un peu les prémices de la culture numérique. Et bien, du coup, on s'est d'abord demandé dans quelle mesure est-ce que Iota a pu favoriser les apprentissages du numérique. Ah non, pardon, désolée. Avant de vous présenter ces résultats-là, j'ai juste vous donner quelques chiffres sur l'utilisation qui a été faite de Iota au cours de l'année par les classes tests. Donc, en termes d'utilisation d'Iota, donc ce qui est super, c'est qu'il y a bien eu parmi les classes tests une utilisation très régulière de Iota tout au cours de donc l'année, la demi-année de janvier à juin 2024. Donc en moyenne, les classes qui ont été tirées au sort pour participer à Iota ont réalisé 12 sessions Iota et elles ont toutes réalisé au moins 2 sessions Iota. Et en moyenne, tous les élèves ont réalisé environ 25 activités sur Iota. Et ensuite, on a aussi regardé un petit peu ce qui s'est passé en termes d'interactions qui ont eu lieu sur Iota. Et donc là, on constate que en moyenne, chaque élève des classes tests a réalisé 87 évaluations tout au cours de l'année, avec donc en moyenne à peu près autant d'évaluations données
que d'évaluations reçues. Pareil, pour les entraides, donc on a des chiffres un peu moins élevés. En moyenne, les élèves ont réalisé 24 aides sur Iota, donc 12 aides données et 12 aides reçues. La différence entre ces deux chiffres peut principalement s'expliquer par le fait que les aides sont plus basées entre guillemets sur le volontariat, alors que les élèves ont vraiment besoin de ces évaluations pour pouvoir ensuite progresser sur la plateforme et réaliser leurs tâches. Et quelque chose qu'on a trouvé très intéressant, c'est que, un peu comme initialement prévu, comme les élèves ne choisissent pas qui les aide, qui les évalue et qui est-ce qu'eux-mêmes aident et évaluent, on a bien des interactions ici qui sont tout à fait diverses, à la fois en termes de genre et en termes d'origine sociale. On constate qu'il y a à peu près la moitié des évaluations réalisées par les élèves qui ont lieu avec un camarade de genre opposé et la moitié qui ont lieu avec un camarade de statut social opposé. Ce qui est vu qu'on est dans un contexte où il y a à peu près la moitié de filles dans chaque classe et la moitié d'élèves de statut social différent dans chaque classe, on a bien des interactions qui ont lieu comme si elles étaient aléatoires. Alors, peut-être juste un petit point, je ne sais pas s'il y a des questions dessus, pour mesurer un petit peu le statut social, ce qu'on a fait dans notre enquête de baseline, dans notre enquête de septembre-octobre, c'est qu'on a posé tout un ensemble de questions en suivant la méthodologie de PISA, où on a posé des questions aux élèves sur les possessions qu'ils ont à la maison, comme par exemple, est-ce qu'ils ont un smartphone, le nombre de salles de bain qu'ils peuvent avoir chez eux, ce qui nous a permis de construire un indice continu qui mesure un peu leur origine sociale. C'est vraiment la méthodologie qui est utilisée dans les enquêtes PISA. Et ensuite, on a simplement divisé notre ensemble d'élèves en deux, ceux qui ont les valeurs les plus élevées, la moitié qui ont la valeur les plus élevées et la moitié qui ont les valeurs les moins élevées. Et donc, c'est comme ça qu'on va définir des élèves de statut social plus ou moins élevé et donc des élèves de statut social opposé. C'est un choix méthodologique et on pourrait très bien en faire un autre, mais pour l'instant, en tout cas, les résultats que je vais vous présenter sont basés sur cette définition-là de statut social. Alors, donc voilà pour ce qui concerne l'utilisation d'Iota par les classes tests. Je vais maintenant passer donc à la question que j'avais évoquée juste avant, qui est: est-ce que Iota a amené à une amélioration des apprentissages du numérique? Donc pour essayer de répondre à cette question, on s'est basé sur à la fois les réponses des enseignants et à la fois sur les réponses des élèves qui ont eux-mêmes évalué leurs propres capacités numériques. Dans les prochains slides, je vais vous montrer un ensemble de graphiques qui vont ressembler à ça. Donc là, les graphiques que je vais vous montrer, à chaque fois, il va y avoir une barre jaune qui représente la moyenne des réponses parmi le groupe contrôle, donc parmi soit les enseignants des classes témoins, soit parmi les élèves des classes témoins. Et ensuite, le petit point bleu et les barres oranges qui l'entourent représentent l'estimation de ce que Iota a changé concernant ces réponses-là. Donc par exemple, si je prends là la barre de droite, dans nos données, lors du questionnaire de juin, les enseignants des classes témoins reportent qu'en moyenne, environ 51% de leurs élèves ont acquis de bonnes ou de très bonnes compétences numériques. Et dans les classes Iota, on constate que cette proportion est plus élevée de manière significative de 12 points de pourcentage. C'est-à-dire que dans les classes qui ont utilisé Iota, les enseignants constatent, en tout cas déclarent, qu'il y a un peu plus de 60% de leurs élèves, à peu près 63% de leurs élèves qui ont acquis de bonnes ou de très bonnes compétences numériques. Et cette différence est significative. Donc, pour le résumer différemment, les enseignants dont les élèves ont utilisé Iota rapportent que leurs élèves ont de meilleures capacités numériques que dans les classes où les élèves n'ont pas utilisé Iota. Et ça, c'est vrai alors même que le nombre d'heures qui a été dédié à l'enseignement du numérique, que ce soit donc avec Iota pour les classes tests ou sans Iota pour les classes témoins, est resté inchangé. Quand on se focalise maintenant sur les élèves, donc là pour les élèves, on leur a posé un ensemble de questions qui visaient également à capturer leur propre évaluation de leurs compétences numériques.
on constate là aussi une amélioration que les élèves ont, en tout cas de la perception de leur capacité numérique. En particulier, par exemple, si je prends la deuxième barre jaune, dans les classes du groupe contrôle, il y a 52% des élèves qui estiment qu'ils savent bien ou très bien programmer, et cette proportion augmente de 7 points de pourcentage pour atteindre donc 59% dans les classes qui ont utilisé Yota. Alors, un petit point d'étonnement, c'est que quand on prend donc les résultats PICS, parce que les élèves ont également passé des tests PICS en début et en fin d'année scolaire, là, on ne constate pas de changement sur les résultats que les élèves ont obtenus à PICS. J'en ai cependant discuté, l'équipe de recherche, on a discuté avec Tanina. Une explication possible qu'on peut avoir à cette absence d'effet constaté sur les compétences PICS et peut être liée au fait que, donc, Tanina me corrigera si elle veut ajouter des précisions. Mais apparemment, du coup, la campagne PICS en fait n'était pas nécessairement très bien faite pour pouvoir vraiment capturer les compétences des élèves de cet âge-là. Et donc, en fait, potentiellement, ce qui a été testé à travers PICS était peut-être un peu trop facile pour les élèves, puisque même, en fait, dans le groupe contrôle, en moyenne, les élèves, il y a quand même 82% des compétences qu'ils maîtrisent. Et donc, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de marge de manœuvre pour constater des améliorations à travers ces mesures-là. Et en plus, il y a eu pas mal de problèmes techniques lors de la réalisation de ces tests. Mais en tout cas, si on se focalise sur la perception qu'ont les élèves de leurs propres capacités et la perception qu'ont les enseignants des capacités des élèves, un premier résultat est que Yota semble avoir assez nettement amélioré les apprentissages du numérique. Donc là, je vais passer ce slide, c'est juste un récapitulatif de ce que je viens de vous dire. Et je vais maintenant du coup passer à donc, la question qui nous intéresse principalement, qui est les conséquences de Yota sur les interactions entre élèves au sein de la classe, les réseaux d'amitié et les compétences psychosociales. Donc tout d'abord, à nouveau, on va se focaliser du côté des enseignants. Et là, on va essayer de comprendre si l'utilisation de Yota a amené, de manière générale, les enseignants à plus utiliser d'apprentissage entre pairs. Et donc là, la première chose qu'on constate, c'est que quand on demande aux enseignants en fin d'année s'ils ont intégré davantage d'apprentissage entre pairs dans leur pratique, eh bien on constate une différence très significative entre les réponses des enseignants du groupe contrôle et les réponses des enseignants des groupes tests, avec donc 74% des enseignants. C'est quand même déjà assez notable, les enseignants du groupe contrôle qui indiquent avoir intégré davantage d'apprentissage entre pairs depuis le début de l'année, mais cette proportion augmente donc de 22 points de pourcentage pour atteindre donc presque 100% en fait pour les enseignants du groupe test. Et donc en particulier, ce qu'on constate, c'est que les enseignants du groupe test répondent plus fréquemment utiliser à la fois de l'évaluation entre pairs et de l'aide entre pairs. Ici, peut-être un petit point à mentionner, c'est que pour les enseignants du groupe Yota, on a pu aussi un peu distinguer ce qui se passe pendant les temps d'utilisation de Yota et en dehors des temps d'utilisation de Yota. Et en fait, on constate que tous ces changements dans les pratiques d'apprentissage entre pairs semblent être vraiment tirés par ce qui se passe pendant Yota. Quand on compare les réponses des enseignants sur la fréquence, en particulier des évaluations et des entraides, mais en dehors des temps d'utilisation de Yota, là, on ne constate plus tellement de différence entre les réponses des enseignants du groupe témoin et les réponses des enseignants du groupe contrôle. Donc, ce qui souligne qu'en fait, les changements dans les pratiques qui ont eu sont vraiment en fait des changements qui ont eu lieu pendant les temps d'utilisation de Yota, et il n'y a pas vraiment eu d'effet de boule de neige et de changement plus général dans les pratiques en dehors des temps de cette utilisation de Yota. Et donc, maintenant, on va étudier donc la même question, mais du point de vue des élèves. Donc là, pour les élèves, en fait, ce qu'on avait fait, c'était qu'on leur avait demandé de nous citer tous les camarades qu'ils ont évalués ou par qui ils ont été évalués pendant la semaine donc, précédant l'enquête. Et là, du coup, ce qu'on constate tout d'abord, c'est que les élèves des classes qui ont utilisé Yota indiquent avoir été évalués ou avoir évalué
avoir été aidé ou avoir aidé un nombre de camarades significativement plus important que dans les classes du groupe contrôle. Donc, par exemple, si on prend les entrées-évaluations dans les classes du groupe contrôle, les élèves reportent avoir en moyenne été évalués ou avoir évalué 0,8 élèves, et ce chiffre augmente de 1,7, donc pour atteindre à peu près 2,5 élèves dans les classes qui ont utilisé Yota. Et donc non seulement on constate qu'il y a plus d'interactions en classe dans les classes qui ont utilisé Yota, mais on constate également que ces interactions sont plus diverses. En termes de genre, par exemple, donc si on regarde, donc parmi les classes du groupe contrôle, il y a eu environ 0,8 entraide la semaine précédant l'enquête. Et parmi ces 0,8 entraide, il n'y en a que 0,3 qui ont eu lieu avec un camarade de genre opposé. Donc on constate que les élèves ont plutôt tendance à s'entre-évaluer entre camarades de même genre. Et on voit qu'il y a plus de diversité dans les interactions des classes qui ont utilisé Yota parce que ce nombre d'interactions, d'entre-évaluation avec un camarade de genre opposé augmente de 0,74 pour atteindre un peu plus de 1. Et on peut faire le même constat si on s'intéresse aux entraides. Et c'est également vrai si on s'intéresse à la diversité des interactions en termes d'origine sociale, où à nouveau, on constate qu'à l'origine, en tout cas dans les classes contrôle, les entre-évaluations ne sont pas complètement diverses en termes d'origine sociale, mais que cette diversité des interactions en termes d'origine sociale augmente significativement dans les classes qui ont utilisé Yota. Donc on a vu que l'utilisation de Yota a amené à des interactions en classe, donc des interactions d'entraide et d'entre-évaluation qui sont à la fois plus nombreuses et plus diverses. Et donc la toute première question qu'on s'est posée, c'est de comprendre est-ce que ces nouvelles interactions en classe ont eu des conséquences pour les réseaux d'amitié des élèves? Est-ce qu'on constate dans les classes qui ont utilisé de Yota des amitiés qui sont à la fois plus nombreuses et plus diverses? Parce que, donc peut-être un point qu'on peut souligner avant de présenter les résultats, c'est que parmi les élèves en classe de primaire en général, et parmi les élèves sur lesquels qui nous ont aidés à implémenter cette évaluation, en fait, on constate un phénomène qu'on appelle dans les recherches en sciences sociales l'homophilie des réseaux d'amitié, à savoir que les élèves, même à ce jeune âge, tendent à être plus fréquemment amis avec des élèves qui leur ressemblent, à la fois en termes de genre et en termes d'origine sociale. Ici, ce qu'on vous a représenté, c'est en fait tous les petits ensembles de points. Ce sont des classes qui ont participé à l'évaluation de Yota. En rouge, vous avez les filles et en vert, vous avez les garçons. Et les liens qu'il y a entre eux, c'est les liens d'amitié tels qu'ils nous les ont déclarés en octobre-novembre, quand on a fait nos premières enquêtes. Et donc, ce qu'on constate ici, c'est que à peu près dans toutes les classes, il y a tendance à y avoir beaucoup plus de liens d'amitié entre filles et entre garçons que des liens croisés filles-garçons. Et c'est pareil, si on a un constat très similaire, si on s'intéresse à l'existence de liens d'amitié entre élèves d'origine sociale différente. Et donc, on s'est demandé si le fait d'avoir eu en classe des interactions plus diverses a pu changer cette homophilie des réseaux d'amitié. Alors, quand on d'abord s'intéresse juste au nombre d'amitiés, donc on voit une légère augmentation du nombre de liens d'amitié dans les classes qui ont utilisé Yota, mais cette augmentation n'est pas significative. On est en moyenne 9 amis proches, 9 copains-copines déclarés dans les classes, parmi les élèves des classes contrôle, et on atteint à peu près 10 amis pour les classes qui ont utilisé Yota. En revanche, on constate que les amitiés sont plus diverses. C'est-à-dire que dans les classes qui ont utilisé Yota, les élèves reportent significativement plus de liens d'amitié avec des élèves du genre opposé et avec des élèves de statut social opposé. Donc on a bien eu un changement et une augmentation de la diversité des réseaux d'amitié.
Donc, juste pour rappeler, donc la manière dont on lit ces graphiques, c'est que dans le groupe témoin, par exemple, il y a en moyenne, les élèves disent avoir 2,7 copains ou copines de genre opposé. Et dans le groupe d'élèves qui ont utilisé Yota, ce nombre augmente de 0,53 pour atteindre 3,3 amis de genre opposé. Et ces différences sont bien significatives. Et donc, vu qu'on a constaté ces changements dans les liens d'amitié, on s'est demandé, est-ce que le fait d'avoir eu comme ça ces interactions plus diverses, ces amitiés plus diverses, est-ce que ça a pu changer les compétences psychosociales des élèves? Et en particulier, est-ce que ça a pu changer la confiance qu'ont les élèves dans leur capacité sociale et dans leur capacité scolaire, et aussi dans leur degré de coopération? Donc, pour mesurer leur degré de coopération, vous vous souvenez peut-être, on avait fait jouer les élèves à ce qu'on appelait le jeu des tirelires. Donc, c'est un jeu où les élèves devaient choisir entre soit garder des pièces pour eux, soit les mettre dans une tirelire commune où les pièces étaient ensuite doublées et partagées avec d'autres élèves. Quand on mesure la coopération des élèves de cette manière-là, on n'a pas constaté de changement significatif entre les élèves qui ont utilisé Yota et les élèves qui n'ont pas utilisé Yota. Peut-être ici, peut-être qu'on n'avait pas suffisamment bien défini notre mesure de la coopération entre élèves, parce qu'on s'est rendu compte en fait a posteriori qu'ici, on demandait aux élèves d'imaginer qu'ils jouaient avec des élèves d'écoles complètement différentes. Or, en fait, si tous les changements des interactions sont liés à ce qui se passe dans la classe, peut-être que ça aurait été en fait plus pertinent de dire aux élèves qui jouaient avec des élèves de leur classe, de faire jouer véritablement les élèves avec des élèves de leur classe. C'est pas ce qu'on a fait. Donc, si on mesure la coopération de manière très générale, comme la capacité qu'ont les élèves à bien vouloir partager avec des élèves d'écoles différentes, on n'a pas constaté de changement significatif entre les réponses des élèves des classes Yota et des classes qui n'ont pas utilisé Yota. En revanche, on a constaté des changements assez significatifs dans la confiance que les élèves ont concernant leur capacité sociale et la confiance qu'ils ont concernant leur capacité scolaire. En particulier, donc on a demandé aux élèves de nous indiquer à quel point est-ce qu'ils sont d'accord avec la phrase « Je trouve que c'est difficile de me faire des amis ». Et donc, dans les classes qui n'ont pas utilisé Yota, il y a 36% des élèves qui disent que c'est pas du tout difficile de se faire des amis. Et bien, cette proportion a augmenté de 6 points de pourcentage pour atteindre donc 42% dans les classes qui ont utilisé Yota. Donc ici, l'échelle pour l'ensemble des 6 graphiques est située à droite. De la même manière, une autre mesure de la confiance des élèves dans leur capacité sociale qui est à quel point est-ce qu'ils sont d'accord avec la phrase « Je suis aimé par les élèves de ma classe ». Eh bien, on a constaté une augmentation significative dans la proportion d'élèves qui sont tout à fait d'accord avec cette phrase. Et en ce qui concerne la confiance que les élèves ont dans leur capacité scolaire, on constate que la proportion d'élèves qui sont d'accord avec la phrase « Je travaille bien à l'école » est passée de 50% dans les classes contrôle à 57% dans les classes qui ont utilisé Yota. Et pareillement, la proportion d'élèves qui sont tout à fait d'accord avec la phrase « En classe, j'y arrive aussi bien que les autres élèves » est passée de 31% à 36% dans les classes qui ont utilisé Yota. Ah. Et donc, dans la mesure où on a constaté ces changements dans les liens d'amitié et dans la confiance qu'ont les élèves dans leurs capacités sociales et scolaires, on s'est ensuite penché sur la question du bien-être scolaire des élèves. En tout premier, on s'est penché sur la question du harcèlement scolaire. Donc là, on parle d'un harcèlement qui est quand même assez modéré, donc de bousculade ou de moquerie et d'insultes. Alors, je suis un peu désolée, j'ai l'impression que ce slide est flou. Donc, dans tous les cas, je vais vous le lire. Donc, on a posé aux élèves les questions suivantes qui sont « Depuis le retour des vacances de Pâques, s'est-on moqué de toi ou as-tu été insulté dans ton école ?» Et là, on va s'intéresser à la proportion d'élèves qui ont répondu soit « oui souvent », soit « oui très souvent ». Et donc, dans les classes contrôle,
il y a 13% des élèves qui ont répondu que oui souvent ou oui très souvent, depuis le retour des vacances de Pâques, dans son école, des personnes se sont moquées de lui ou d'elle, ou ils ont été insultés. Et bien cette proportion a significativement diminué de 4 points de pourcentage pour atteindre donc 9% dans les classes qui ont utilisé Iota. Similairement, quand on s'intéresse aux réponses à la question « Depuis le retour des vacances de Pâques, t'as-t-on bousculé pour te faire mal dans ton école ?» Il y a 9% des élèves des classes contrôle qui ont répondu « Oui souvent » ou « Oui très souvent ». Et cette proportion a diminué de 3 points de pourcentage, donc pour atteindre 6% dans les classes qui ont utilisé Iota. Donc quand on s'intéresse à une forme d'harcèlement qui est plutôt modérée, donc on parle de moquerie, d'insultes ou de bousculade, eh bien on constate que ces phénomènes sont moins prévalents dans les classes qui ont utilisé Iota. À nouveau, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ces graphiques sont flous. On s'est donc maintenant intéressé aux émotions positives et aux émotions négatives que les élèves nous ont reportées. Et donc en particulier à la proportion d'élèves qui ont reporté avoir ressenti au cours de la dernière semaine, souvent ou tout le temps, de la joie ou de la fierté pour les émotions positives, ou à l'inverse, jamais ou rarement, de la tristesse et de la peur pour les émotions négatives. Et donc là, sur les émotions positives, on ne constate pas de différence significative, mais pour les émotions négatives, là on constate des changements significatifs, avec une proportion plus importante d'élèves qui déclarent n'avoir jamais ou rarement ressenti de la tristesse ou de la peur. Pour la tristesse en particulier, on passe de 41% parmi les élèves du groupe. Ça doit être 61% pour les élèves des classes du groupe témoin, et on passe à 65% pour les élèves qui ont utilisé Iota. Alors maintenant, je vais finir par vous présenter quelques résultats qu'on appelle des résultats d'hétérogénéité. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question de savoir si Iota a pu avoir des effets particulièrement importants pour certains groupes d'élèves. Et en fait, on a constaté que oui, que Iota semblait avoir particulièrement bénéficié aux élèves d'origine sociale défavorisée. Donc quand on zoome sur ces élèves d'origine sociale défavorisée, donc pour rappel, là on parle des 50% des élèves qui ont eu les réponses qui ont un indice de possession à la maison plus faible que les autres élèves. Et donc là, on va séparer les barres vertes, c'est les élèves qui sont d'origine sociale plus défavorisée, et les barres jaunes, ça va être les élèves qui sont d'origine sociale un peu plus favorisée. Et donc quand on regarde ces élèves-là et qu'on différencie les effets d'Iota selon ces élèves-là, alors on peut déjà constater deux choses, c'est qu'à la base, les réseaux d'amitié sont un peu différents selon ces deux catégories d'élèves. Les élèves d'origine sociale défavorisée ont tendance à avoir moins d'amitié, moins de relations d'amitié, et des relations d'amitié qui sont moins diverses. Mais Iota, en fait, l'utilisation de Iota a des effets particulièrement importants chez ces élèves-là, ce qui fait qu'au final, dans les classes Iota, après l'utilisation de Iota, on constate plus tellement de différence, ni dans la taille et ni dans la diversité des relations d'amitié, entre élèves issus de milieux favorisés et élèves issus de milieux plus défavorisés. Et de manière intéressante, pour tout ce qui est capacité scolaire, ensuite je vous montrerai aussi harcèlement et bien-être, là aussi on va faire un constat similaire. C'est-à-dire que parmi les élèves des classes témoins, et comme c'était d'ailleurs le cas pour tous les élèves en octobre-novembre, quand on a fait les questionnaires pré-évaluation d'impact, pré-utilisation de Iota, on constate que les élèves issus de milieux défavorisés ont tendance à avoir moins confiance, par exemple, dans leur capacité scolaire. Si, par exemple, on compare les élèves du groupe contrôle, il y a 48% des élèves issus de milieux défavorisés qui déclarent qu'ils travaillent bien à l'école, contre 53%
parmi ces mêmes classes, mais pour les élèves de milieux plus favorisés. Eh bien, l'utilisation de Iota va venir en grande partie réduire ces différences, ces inégalités selon l'origine sociale. Parce que du coup, maintenant, quand on regarde donc, les classes Iota, eh ben, la proportion d'élèves qui déclarent bien travailler à l'école est maintenant à peu près identique entre élèves de milieux favorisés et milieux défavorisés. Parce qu'en fait, Iota a eu un effet particulièrement important pour la confiance dans les capacités scolaires des élèves issus de milieux défavorisés. Et pareillement, quand on s'intéresse pour les questions de bien-être à la question du harcèlement scolaire modéré, on constate que les élèves de milieux défavorisés sont un peu plus fréquemment victimes de harcèlement modéré, donc d'insultes, de bousculades, de moqueries, mais que Iota diminue particulièrement pour eux la prévalence de ces phénomènes. Donc d'une manière générale, ce qu'on a constaté, c'est que Iota a particulièrement bénéficié aux élèves issus de milieux défavorisés. Ensuite, on s'est aussi posé la question du genre. Est-ce que Iota a pu bénéficier particulièrement aux filles par rapport aux garçons? Alors ici, on a constaté moins de différences que quand on regarde les différences sur l'origine sociale, mais on a cependant constaté quelques-unes qu'on a trouvées intéressantes de vous partager, en particulier pour ce qui concerne la confiance que les filles ont dans leur capacité scolaire. Là aussi, on a constaté des différences importantes avec, donc en baseline ou dans les classes témoins, les filles qui ont tendance à avoir bien moins confiance que les garçons dans leur capacité scolaire, mais ces différences qui s'atténuent très nettement suite à l'utilisation d'Iota. Et donc là, je ne vous ai pas montré le graphique, mais ce qu'on a pu aussi constater, c'est que si on s'intéresse aux questions où on demande aux élèves d'évaluer leurs propres capacités en sciences numériques, par exemple en particulier la capacité des élèves, que les élèves évaluent avoir dans comment est-ce qu'ils programment, et ben on constate que Iota a particulièrement boosté les compétences numériques, ou en tout cas la perception qu'ont les élèves de leurs compétences numériques pour les filles. Donc, pour résumer un petit peu l'ensemble des résultats que je vous ai présentés aujourd'hui, on a souvent la crainte que les technologies éducatives puissent soulever des problèmes, et en particulier puissent être source d'isolement, parce que les élèves se retrouveraient seuls face à leur tablette ou à leur ordinateur, et que ça puisse aussi renforcer des formes d'entre-soi, parce que les élèves auraient encore plus la capacité à choisir et à n'interagir qu'avec des personnes qui leur ressemblent et avec lesquelles ils sont d'accord. Et ce que nos résultats tentent à montrer, c'est qu'en fait, c'est pas nécessairement le cas, que les technologies éducatives, comme Iota, peuvent être conçues de façon à l'inverse, plutôt briser à la fois l'isolement et l'entre-soi. Et ça, c'est vraiment lié à l'approche pédagogique qui est intégrée dans les nouvelles technologies éducatives. Et donc pour le cas précis d'Iota, qui a vraiment été conçu non seulement pour enseigner les sciences numériques, mais pour les enseigner avec une pédagogie particulière qui est basée sur l'entraide entre élèves et l'entre-évaluation entre élèves, eh bien on a constaté que l'utilisation de cette plateforme a vraiment amené à un changement, à une augmentation et diversification des interactions en classe, qui elle-même a débouché sur des liens d'amitié plus divers et plus un climat social au sein de la classe qui est conductif de un peu moins d'harcèlement modéré, un peu moins aussi d'émotions négatives et une plus grande confiance des élèves dans leurs capacités à la fois scolaires et sociales. Je vais m'arrêter là pour le partage des résultats et peut-être ouvrir la discussion si jamais il y a des questions. Je vais arrêter le partage comme ça je peux voir un peu le chat et si jamais il y a des questions. Merci beaucoup Fanny pour cette présentation. Il y a une petite question dans le chat, mais n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à les poser directement. Mais du coup, on en a une dans le chat d'Hélène qui demande à partir de quel écart les résultats sont-ils considérés comme significatifs?
Alors, pour que des résultats soient considérés comme significatifs, en fait, ce qu'on a fait, c'est on a estimé des modèles de régression qui permettent vraiment donc de comparer à la fois les moyennes dans les classes témoins et les moyennes dans les classes contrôle, tout en te prenant en compte un ensemble de caractéristiques en baseline. Et donc ensuite, c'est vraiment des tests d'inférence qui vont pouvoir déterminer est-ce que les différences constatées sont significatives ou pas. On a tendance, nous, à considérer que les différences sont significatives si on peut rejeter avec une probabilité de moins de 10% de manière raisonnable le fait que les résultats soient vraiment différents. Je suis désolée, c'est un peu des explications techniques. Je ne suis pas sûre que ce soit très très clair, mais en gros, on considère que des résultats sont significatifs si la différence entre les deux moyennes sont suffisamment grandes pour que la probabilité que, en se trompant, en ayant une marge d'erreur, les deux résultats soient en fait identiques et à moins de 10%. J'espère que ça a été un peu plus clair. C'est les tests statistiques qui nous permettent de dire quand est-ce qu'un résultat est significatif ou pas. Et souvent, en fait, les petites étoiles qu'on a mis à côté de nos résultats, c'était pour indiquer cette significativité. Hélène a répondu merci, donc je pense que ça répond à sa question. Hélène avait une autre question juste avant, Fanny, de savoir si les classes témoins pouvaient par ailleurs, hors IOTA, avoir des pratiques coopératives. Alors bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a posé beaucoup de questions aux enseignants, parce qu'on s'était un peu demandé, parce que malgré tout, quand on a essayé de recruter des enseignants pour utiliser IOTA, on a passé quand même beaucoup de temps à un petit peu vanter les mérites d'avoir des pratiques plus collaboratives. Et donc, on s'est dit que les enseignants du groupe contrôle, en dehors de l'utilisation de IOTA, pouvaient tout à fait, par eux-mêmes, avoir intégré plus d'apprentissage entre pairs dans les pratiques. Et donc, ça a probablement été un peu le cas, parce que même parmi les enseignants du groupe contrôle, 75% d'entre eux nous ont déclaré que par rapport au début de l'année, ils avaient intégré plus d'apprentissage entre pairs, mais ces différences étaient encore plus importantes parmi les groupes qui ont utilisé IOTA. Parce qu'ils ont utilisé IOTA. On a quelques personnes qui sont en train d'écrire dans le chat. On devrait avoir des questions supplémentaires. Sinon, n'hésitez pas à prendre la parole directement si vous le souhaitez. Alors, on a une question d'Anne-Laure. PIC Junior, CM1, CM2, les différentes activités commencent à être utilisées. Ça fait une question. Alors, non, parce que je crois que la question vient juste après. Donc là, comme vous avez pu le constater, l'évaluation d'impact, c'est quand même un processus qui est assez lourd, parce qu'il faut recruter beaucoup d'enseignants volontaires. Il faut que pour un ensemble d'enseignants, on ne donne pas accès à IOTA. Il y a tout pas mal de formulaires de consentement à faire passer, etc. Donc aujourd'hui, il n'est pas prévu de faire une nouvelle évaluation d'impact pour mesurer à nouveau les effets de IOTA. Mais je suis d'accord avec vous que ça aurait été très intéressant qu'on puisse, dans l'évaluation déjà faite aujourd'hui, avoir eu la version actuelle de PIX plutôt que la version antérieure qui visiblement n'était pas très adaptée pour des élèves de cet âge-là et pour leurs compétences. Mais en tout cas, là, c'est pas prévu pour l'instant. Alors, j'essaie de prendre les questions dans l'ordre, de ne pas en oublier. Si j'oublie, vous me dites. Celle sur la notion de la batterie. Alors, ça, c'était plutôt côté IOTA. Le système de batterie fonctionne sur les évaluations uniquement et pas sur l'aide. Et après, je ne sais pas, Fanny, si tu as compris la question de mesure de l'impact, du coup, par rapport au fait qu'on perd une barre de batterie, une barre d'énergie. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Je peux l'expliciter si vous voulez. Bonjour. Oui. En fait, je suis allée voir une séance IOTA dans les Yvelines en février avec une présentation. Et donc, du coup, on a assisté à un moment donné où on avait un élève qui demandait de l'aide sur une évaluation. Et en fait, on s'est aperçu qu'au moment de l'évaluation,
celui qui va aider prend une part de batterie de celui qu'il a aidé, et celui qui demande de l'aide perd un bout de batterie parce qu'il a été aidé. Et en fait, pour vous donner, c'est vrai que c'est plus facile de l'expliquer de cette manière-là, mais en fait, on s'est retrouvé devant un élève celui qui a demandé de l'aide, qui a dit « Oh non, c'est bon, moi je demande plus de l'aide parce que chaque fois je perds de la batterie ». Donc je me demandais si s'il y avait eu une mesure d'impact sur l'émotion qui est créée du fait qu'on perd un petit bout de batterie, entre guillemets, sur ces élèves-là, en fait. Alors ça, c'est pas quelque chose qu'on a pu vraiment regarder encore, mais c'est quelque chose qu'on pense effectivement regarder, parce que ce qui est vraiment assez génial avec les données de Yota, c'est qu'on peut vraiment suivre un peu toutes les interactions qui ont lieu sur la plateforme. Donc on peut vraiment savoir qui a aidé, qui a reçu de l'aide, qui a donné de l'aide, pareil pour les évaluations. Alors ça pourra jamais être une étude, vraiment une vraie évaluation d'impact complètement causale, mais on va pouvoir en tout cas comparer ce qu'il advient à des élèves quand ils ont été en moyenne plutôt donneurs d'aide ou receveurs d'aide, ou en moyenne plutôt donneurs d'évaluation ou receveurs d'évaluation, ce qui va un peu correspondre à ces phénomènes de donner de la batterie, en perdre, recevoir de la batterie. La seule chose pour l'instant que je peux vous dire, c'est que parmi dans l'utilisation de la plateforme Yota, à chaque interaction, à la fin, il y avait une petite question qui demandait aux élèves « Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que l'entraide s'est bien passée ? Est-ce que l'entre-évaluation s'est bien passée ?» Et là, ce qu'on a juste regardé, mais de manière vraiment encore assez rapide, c'est est-ce que les élèves répondent différemment en fonction de s'ils ont donné de l'aide par rapport à recevoir de l'aide, ou s'ils ont donné une évaluation par rapport à recevoir une évaluation. Et là, en tout cas, en moyenne, on n'a pas constaté de différence importante. Donc, il ne semble pas que, en tout cas, en moyenne, sur tous les élèves qui ont utilisé Yota, ceux qui ont systématiquement perdu de la batterie se retrouvent à dire « Ah bah non, ça s'est mal passé » par rapport à ceux qui ont gagné de la batterie. Voilà. Et pour repréciser au niveau de la fonctionnalité du système de batterie, c'est vraiment lié uniquement au système d'évaluation et pas d'aide. Il faut bien différencier les deux. Donner de l'aide et aider et demander de l'aide, ça n'a aucun impact sur la batterie. La batterie, c'est uniquement pour les évaluations qui sont elles-mêmes obligatoires pour pouvoir avancer sur Yota. Donc un élève ne peut juste pas décider de plus évaluer parce qu'il perd de la batterie. C'est le fonctionnement en fait collaboratif et il est obligé de rentrer dans ce jeu finalement collectif pour pouvoir avancer lui-même sur Yota. Voilà, mais on pourra en reparler si vous voulez par la suite. Il y a d'autres questions qui se recoupent. Donc, il y a une question de François, quel avenir pour Yota ? Et il y en a une seconde qui dit, pensez-vous permettre d'exploiter Yota sans passer par une inscription des élèves ? Cela suppose en effet une inscription nominative et donc autorisation des parents et possible fuite des données sensibles. Là-dessus, peut-être que je peux vous répondre que nous sommes en cours de garification. Donc, ça devrait simplifier le process d'inscription à la rentrée prochaine. Voilà, et ça répond, je pense aussi, à quel avenir pour Yota. Du coup, c'est de continuer sur notre belle lancée, pouvoir continuer à augmenter notre communauté d'enseignants et le faire du coup dès la rentrée novembre 2025 à travers le GAR pour les établissements qui ont déployé l'ENT. Et ceux qui n'ont pas encore de NT pourront continuer à bénéficier de Yota via notre site en direct. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Et concernant la potentielle fuite de données sensibles, il faut savoir que là, à la limite, les seules données peut-être un peu sensibles, c'est par exemple des données qu'on a pu récolter, mais seulement pour les besoins de l'évaluation. Par exemple, ce qui nous a permis de construire notre index d'origine sociale. Mais toutes ces questions-là, en fait, quand ce sera juste de l'utilisation de Yota sans évaluation liées à ça, en fait, elles ne seront jamais posées, ces questions-là. Donc, à la limite, les seules informations qu'il y aura, c'est nom, prénom, voire même juste alias des élèves, dans quelle classe ils sont, et ensuite toutes leurs interactions et leurs activités sur Yota, mais il y aura absolument zéro autre information récoltée. Tout à fait. On a déjà bien réduit par rapport aux 3 années d'expérimentation toutes les données sensibles. On demande que le strict nécessaire maintenant. Il y a une autre question. Une bascule vers Pix Junior ou CRCN prévu ? Je réponds rapidement et puis après, si vous avez d'autres questions pour Fanny, c'est un petit peu du jour. Et après, les questions sur Yota, on aura l'occasion d'échanger à d'autres moments. Mais en tout cas,
CRCN, c'est déjà intégré à IOTA vu que tout le parcours pédagogique est conçu sur le CRCN. Il y a des bulletins élèves qui vous permettent de pouvoir exporter toute l'acquisition des compétences basées sur ce référentiel. Donc, c'est déjà pensé de cette façon-là. Et je ne sais pas ce que vous entendez par bascule vers Pix Junior. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est complémentaire à Pix. Voilà, peut-être que Axel pourra aussi compléter là-dessus, le temps que je lise les autres questions. Alors pour Pix, en fait, je ne peux pas préciser parce que c'est quelque chose qui évolue assez régulièrement. On n'a pas prévu la bascule. Enfin, je veux dire, si on pouvait téléverser des résultats, non, il n'y a pas ce pont-là qui est prévu là pour répondre à la question d'Anne-Laure. C'est vraiment complémentaire là en l'occurrence. Je voulais réagir sur dans le chat avait été posée la question de savoir, enfin de bien indiquer la différence entre le sentiment exprimé par les élèves et leur progrès réel en fait. Et on est bien clair sur le fait que oui, c'est bien ce qu'on questionne, c'est le sentiment des élèves, c'est-à-dire que ça ne suffit pas, mais vous savez que c'est un indicateur assez important par rapport au plaisir d'apprendre ou ce genre de choses, ou la confiance en soi. C'est un élément sur lequel je l'avais mis en réponse, mais pour tout le monde en fait, pour lequel la France n'est pas très bien classée, alors pas que à ce niveau de classe-là en fait. Donc le degré de confiance et les modifications sur la confiance qu'expriment les élèves est quand même un indicateur très important pour nous de bien-être à l'école. Et dans le bien-être, ça ne suffit pas, mais c'est quand même un des éléments qui contribuent à la meilleure réussite scolaire. Donc, on n'a pas de confusion entre les résultats scolaires et l'expression par l'élève du fait qu'il prend du plaisir à apprendre ou à progresser. Et par ailleurs, par contre, ce qui est peut-être une mesure légèrement plus objective, c'est qu'on a quand même aussi demandé aux enseignants de nous donner la proportion dans leur classe d'élèves qu'ils estiment avoir atteint des compétences bonnes ou très bonnes dans les apprentissages du numérique. Et là, du point de vue des enseignants, on constate des différences significatives entre les classes qui ont utilisé IOTA et les classes qui n'ont pas utilisé IOTA. Donc les dires des enseignants semblent bien corroborer le sentiment qu'ont les élèves de leur propre amélioration dans leurs apprentissages du numérique. J'essaie de répondre aux questions au fur et à mesure dans le chat en même temps. Alors, il y avait une question sur les perspectives de déploiement de IOTA au collège. C'est effectivement dans l'idée. En tout cas, l'année prochaine, on va déjà se concentrer sur les CM1, CM2 et on verra par la suite pour le collège et notamment. Et on va déjà se concentrer l'année prochaine de produire un parcours CM2, vu qu'à l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul parcours sur IOTA. Donc, ça sera déjà bien pour l'année prochaine. Et puis, collège, 6e, on verra ça par la suite. Et si je crois qu'il y avait aussi une question justement sur cette question du parcours CM1, CM2. Et que se passe-t-il pour la possibilité de poursuivre sur 2 ans des classes CM1, CM2? Et donc là, je crois que Tanina a commencé à y répondre. Il y a des parcours spécifiques CM1 et CM2 qui sont en train d'être développés. Tout à fait, voilà, c'est vraiment l'idée de pouvoir accompagner les enfants sur 2 ans dans un premier temps et peut-être 3 bientôt. Donc le parcours CM1 et CM2 pourront de cette façon-là continuer le travail d'une année sur l'autre. Si je prends la question sur le LSU, donc je vous ai répondu Didier sur le chat, mais il n'y a pas une synchronisation en soi, mais le bulletin élève sert justement à faciliter le travail aux enseignants pour transférer les compétences acquises dans le LSU directement. Pix et IOTA ne travaillent pas la même chose. Oui et non, sur la partie numérique, oui, on est sur le CRCN tous les deux, donc les mêmes compétences numériques. Et après, effectivement, tout ce qui est compétences psychosociales pour IOTA en plus. Et donc, si je mise... Oui, Anne-Laure, c'est ça, c'est vraiment le fait que la pédagogie soit vraiment orientée autour de la collaboration. C'est ce que disait Fanny en conclusion. C'est cette pédagogie qui met les élèves en interaction et qui leur apprend à communiquer, à travailler ensemble, à s'écouter, qui fait que petit à petit, ils développent leur empathie, qui développent du coup ce travail collaboratif qui est hyper important et qui leur permet aussi de monter en confiance quant à leur capacité d'apprentissage. Comment accéder au parcours CM2? Ça sera disponible à partir de novembre 2025, donc la saison prochaine, on est en train de travailler dessus. Il y a une demande pour des accès à partir de l'international, Tanina. En fait, il y a une collègue suisse, je crois. Oui, c'est ça. Tout à fait.
Alors, je vous invite à me faire un petit mail en direct parce que justement, nous sommes en train de réfléchir à ouvrir Iota dans les pays francophones. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Vous avez l'adresse contact@projet-iota.fr. Faites-moi un petit mail et puis voilà, la Suisse, ça nous intéresse justement d'ouvrir Iota rapidement. Alors, un point aussi, comme ça, en écho, hein, ça veut dire qu'on a la chance de coopérer avec nos collègues, notamment de l'Union européenne. Donc, la Suisse n'est pas concernée, mais on travaille quand même avec vous aussi. Il se trouve que ce projet est quand même vraiment reste rare sur la modalité proposée. Voilà, de coopérer, travailler les compétences psychosociales autour du numérique, c'est vraiment, vraiment encore très rare, y compris au niveau de l'UE. Donc, c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels on peut ouvrir avec nos collègues. Alors, quand c'est facile sur une langue partagée, l'adaptation irait presque de soi. Mais je pense que ça intéresserait clairement d'autres collègues en Europe que d'explorer ces sujets-là, en fait. Vraiment, on est encore sur quelque chose. Voilà, moi, à ma connaissance, et si vous avez repéré des projets similaires à ce niveau de classe, on est très, très intéressé pour que vous nous les poussiez. Moi, j'en ai pas encore repéré. Par exemple, pour voir d'équivalent de quelque chose qui s'approcherait de ce type de méthodologie et de pratique en classe autour du numérique et de la coopération. J'ai rien repéré qui ressemble à ça. Tout à fait. Je vois qu'il est déjà l'heure, probablement que chacun a un agenda chargé cet après-midi. Moi, en tout cas, voilà, je tiens vraiment à vous remercier, Axel, pour cette phase d'expérimentation qui a été un gros travail pour tout le monde. Donc, vraiment, un grand merci à toi, à toute l'équipe aussi de la DNE. Un grand merci à notre équipe de recherche et à Fanny et à Camille également. C'était un plaisir de travailler avec vous. Merci aussi à vous et puis un grand merci aux collègues qui ont pris de leur temps pour cet après-midi pour être présents. N'hésitez pas à relayer massivement entre collègues, entre pairs, la vidéo qui sera disponible très très prochainement. Et à très bientôt donc autour de Iota. Et merci encore aussi à tous les enseignants qui ont pu participer à cette belle évaluation et à ce projet. Tout à fait. Merci à tous et voilà, on vous enverra le replay et les slides de l'équipe de recherche. Très bel après-midi et à bientôt. Au revoir. Au revoir.